Ce sera le dernier mot sur ces sujets. Passons à la rétrospective Edward Hopper qui se tient au Grand Palais depuis le 10 octobre et qui fait l'unanimité, au moins à la télévision. Écoutez ce concert d'admiration. Cette très belle exposition au Grand Palais à Paris consacrée à l'américain Edward Hopper. L'un des plus grands artistes américains du XXe siècle. Une atmosphère, une lumière et l'Amérique figée, c'est le talent, cette fausse simplicité d'un peintre hors norme. C'est l'un des peintres américains les plus copiés, reproduits, encadrés. La star des fonds d'écran, reproduite à l'infini, disponible sans fin via Internet. Cette image, vous l'aviez déjà vue quelque part? Tout à fait. Très bien. Je ne peux pas vous dire où, mais je sais que je la connais. C'est le peintre des humeurs. Et je crois que tout le monde peut s'identifier à certains de ses personnages. Près de 160 toiles, aquarelles, illustrations et gravures exceptionnelles de cet amoureux de la culture française qui comptait parmi les plus grands artistes américains du XXe siècle. Je l'aime tellement. Pour moi, c'est l'un des plus grands peintres du XXe siècle. Et pour discuter de la rétrospective Edward Hopper, forcément on va se poser la question, est-ce que c'est un grand artiste? J'ai invité Didier Semin, vous êtes critique et historien d'art, vous enseignez à l'École des Beaux-Arts et vous venez de publier Edward Hopper et la modernité, c'est sous-titré Étranger à ce qui vient. Hector Obalk, vous êtes critique et historien d'art, vous aussi, vous êtes l'auteur d'Aimer voir, comment on regarde un tableau dans lequel vous évoquez Edward Hopper à plusieurs reprises, au moins dans deux catégories, l'espace et la lumière. Et professeur Wu, alors vous n'êtes ni critique ni historien d'art, vous êtes linguiste, vous dirigez le département français d'une grande université chinoise, je ne saurais pas le prononcer, comment dire, Wuhan. Et vous venez de publier un livre intitulé à quoi pensent les Chinois en regardant Mona Lisa. Alors je me suis dit, à quoi pensent les Chinois? Il se trouve que dans ce livre, vous dissertez sur 25 à peu près chefs-d'œuvre de la peinture occidentale et comment les Chinois les voient. Alors je vais vous poser la question dans quelques instants. Comment est-ce qu'un Chinois comme vous voit la peinture de Edward Hopper? Alors, vous êtes le premier à qui je pose la question, Didier Semin. Est-ce que Edward Hopper est un grand artiste? Écoutez, dans ce cas précis, je ne vais pas me singulariser. C'est-à-dire que si on jouait ce jeu toujours un peu vain de savoir quels seraient les 4 ou 5 artistes que je garderais si je devais renoncer à tous les autres, Hopper serait dans la liste des 4 ou 5. Mais la question, c'est pourquoi? Parce qu'après tout, chacun ses goûts, comme dirait n'importe qui. Vous dites qu'il a inventé un type mélancolique. C'est ça qui serait la grandeur de son art aujourd'hui. Il me semble que la grandeur de Hopper, c'est d'avoir donné au XXe siècle une figure à la mélancolie. Et je crois qu'il est, avec De Chirico, le seul qui l'ait réussi à ce degré-là. Alors, quand je dis mélancolie, je ne veux pas du tout entendre l'espèce de langueur que le mot recouvre depuis le romantisme. Je pense vraiment à ce trouble très, très profond que la mélancolie désignait dans l'Antiquité et au Moyen-Âge, c'est-à-dire ce sentiment de vide qui vous saisit parfois sans qu'on sache trop d'où il vient, ni comment il serait possible de s'en sortir. Il me semble que tout le monde éprouve ce sentiment de mélancolie, de vide à certains moments de son existence. C'est ce qu'on aime chez Hopper? Alors, je crois que ce qu'on aime chez Hopper, c'est retrouver quelque chose que l'on a vécu et sur lequel on a du mal à mettre des mots. Et chacun donc vit des moments mélancoliques à des degrés plus ou moins importants. Quand c'est des degrés très importants, ça relève de la psychiatrie. Et les psychiatres ont quantité de noms pour désigner ça, mais le mot mélancolie est le plus beau et il va très bien. Et il me semble que c'est ça qui fait l'universalité d'Edward Hopper. Alors je ne sais pas si en Chine les choses sont perçues de la même manière. On verra. Mais je pose d'abord la question à Hector Obalk. Est-ce que c'est un grand artiste, Edward Hopper? Il réconcilie tout le monde, les avant-gardistes comme les plus conservateurs. C'est un des rares figuratifs du XXe siècle qui disent quelque chose sur l'époque qu'il a vécue, mais ça ne peut pas être un grand artiste parce que c'est très mal peint. Et or, il s'agit de peinture. C'est un problème là, c'est juste que c'est pas un peu mal peint, c'est très mal peint. C'est-à-dire que c'est magnifique à regarder des images quand on les regarde en vidéo et on s'identifie par mélancolie interposée au jeune homme qui se trouve tout seul dans le bar.
Mais quand je m'approche et que je suis dans une exposition et pas devant une affiche, c'est la catastrophe. Quand on dit c'est mal peint, ça a l'air un peu prétentieux et même académique de dire ça, parce qu'aujourd'hui tout est permis. Alors je me suis dit, non, c'est objectif de dire que c'est mal peint. Et comme vous êtes un des rares critiques d'art à travailler avec votre caméra, vous êtes allé filmer les tableaux et vous allez nous les montrer dans un instant pour nous prouver que c'est mal peint. Alors, je me suis permis de vous faire un magnéto. Ça commence normalement, mais ça, c'est pas du tout l'image qui commence, c'est le magnéto 1 qu'il faut mettre. Oui, mais il va arriver. Mais il va arriver, c'est parfait. Qu'est-ce que ça veut dire mal peint? Vous voyez là, il y a une scène de théâtre qui va arriver normalement devant vos yeux. Elle est là. Elle est bien composée, mais il faut s'approcher, vous voyez. Et il faut voir comment les balustrades, qu'on voit toute cette confiture si maladroitement étalée, sans parler de ces dégradés abominables qu'on voit à gauche. Quand on dit c'est mal peint, c'est quand vous voyez la texture du bois, de la pierre, de l'ardoise, et faite partout du même carton, si j'ose dire, même quand l'image compte davantage que la densité des matières. Vous voyez, c'est plat. Et celui-là, on se demande même si c'est pas la croûte que Thierry Lhermitte offre à Anémone dans Le Père Noël est une ordure. J'exagère à peine. Hopper, oui d'accord, il est très doué pour les ambiances. Mais il n'est pas vraiment doué pour la chair humaine, c'est le problème. Surtout quand je le compare à un Lucien Freud. Et je m'en fiche de dire que Lucien Freud, c'était 30 ans après Hopper. Mais vous voyez, quand je vois cette carnation de cette paire de seins, quand je vois la faiblesse de ses visages, et j'y ajouterais même de tous les visages de Hopper, ça gâche des compositions qui sont pas mal du tout, comme celle-là, avec des effets de lumière qui sont pas mal du tout, dans lesquels on peut se reconnaître et y mettre toute la mélancolie qu'on veut, mais ça va pas me suffire. Et c'est pas possible qu'un grand peintre me peigne mal. Point à la ligne. C'est possible qu'un grand peintre peigne mal. Est-ce que vous êtes d'accord qu'il peint mal? Le problème, c'est que je suis absolument d'accord avec Hector sur le constat. Hopper est un très mauvais peintre, mais c'est sans doute pour ça que c'est un génie. Et c'est pas moi qui ai inventé cette formule, c'est un grand critique américain qui s'appelait Clement Greenberg, qui dit très précisément si Hopper avait été un meilleur peintre, il n'aurait pas été un aussi grand artiste. Et ça pour une raison très précise, c'est que Hopper peint la mélancolie, on est d'accord. Et si on peint la mélancolie avec gourmandise, ça ne marche pas. Ce qui est très beau, c'est qu'elle est peinte là comme si elle était peinte avec de la cendre ou des os broyés. Les matières sont mates, il n'y a pas la moindre sensualité de la touche, tout ce que Hector aime en peinture. J'aime ça aussi, mais ça ne m'empêche pas d'être, il était question des amours multiples, d'être aussi amoureux des images de Hopper, précisément à cause de ce côté extrêmement rêche et mal fichu. Il me semble qu'une des allégories de l'échec, parce que je crois que tous les tableaux de Hopper en sont, peintes de façon virtuose, ça ne fonctionnerait pas. On trouve ça dans la peinture Pompier, je ne sais pas, Sisyphe ou Prométhée, dont le foie est dévoré par un vautour, quand c'est bien peint avec des chairs langoureuses. Ça ne fonctionne pas. Là, il faut que la chair soit triste. Je pense que chez Hopper, elle l'est, et que la chair de la peinture est triste, et que c'est parfaitement accordé. Très habile. Professeur Wu, très habile. Est-ce que c'est un grand artiste pour vous, Hopper? Et qu'est-ce que le Chinois que vous êtes voit dans une toile de Hopper? Comme j'ai devant moi deux spécialistes, alors je n'ose prononcer que c'est un grand peintre ou bien c'est un mauvais peintre. Je prends une autre position. En tant qu'un simple gens qui admire une œuvre d'art, alors je me demande est-ce que je l'aime ou je n'aime pas. Dans ce cas, alors, au premier contact avec les tableaux de Hopper, j'en ai parlé aussi avec Christine Caillol. On a fait ensemble un livre. Et puis, certains tableaux de Hopper, au premier contact, je les aime vraiment. Par exemple, il y en a un dont vous m'avez parlé, c'est celui-là. Celui-là, c'est ces gens qui prennent le soleil. Celui-là, c'est un autre truc, parce que dans notre livre, on a parlé aussi d'un tableau chinois intitulé « Deux amis sous la lune », alors dans lequel les deux hommes sont un peu perdus en fusion dans la nature. Là, on constate qu'il y a un rapport complètement différent dans la conception chinoise et la conception de Hopper. Vous voyez ici, alors, il y a une grande distance entre la nature et les hommes qui observent ou bien qui admirent. Et puis, comme s'ils regardaient la télévision. La distance est toujours bien gardée. Et puis, l'attitude d'admirer, c'est aussi stylisé. Je dirais, c'est un peu commenté par votre culture. Il y a un style bien commenté et puis on n'a pas de choix.
Et puis derrière ça, il y a encore quelqu'un qui se cache, qui s'intériorise. Il n'y a pas de contact entre les hommes et la nature. Ça, c'est pas le point de vue chinois, quoi. Donc un Chinois, pour vous, ce tableau est très bizarre. C'est vraiment, tout est coupé pour nous. C'est-à-dire, il n'y a pas de rapport entre les hommes. Parce que dans votre culture, dès le début, la première rupture, c'est le sujet et objet. Et pour nous, ça n'existe pas. Il y a toujours une fusion entre sujet et objet, et même c'est plutôt l'intersubjectivité. On parle à la nature nous parle. Les Japonais aussi. Les Japonais pourraient parler, admirer à une fleur parle à un Japonais. C'est dans leur peinture, ça apparaît. Mais ici, il n'y a pas de communication entre les hommes et la nature, entre les hommes non plus. Tout ça, il n'y a pas de sentiment. Alors c'est froid, c'est triste, c'est mélancolique. C'est souvent les peintures de Hopper comme ça. Il y en a une autre dont vous m'avez parlé, c'est la chambre d'hôtel, celle-ci. Hein. Pour celle-là, alors, je ne sais pas, normalement, autrefois dans votre peinture, il y a aussi quelque chose de très beau, c'est-à-dire les hommes qui animent le paysage. Mais ici, je ne vois pas une palpitation de vie, je vois que des objets, et la dame est comparable à un meuble dans cette chambre. Il n'y a pas de vie. On a dit que Hopper, c'était le peintre de l'attente. Je crois que c'est le titre d'une monographie qui lui est consacrée. Vous dites qu'il est étranger à ce qui vient. Donc ça voudrait dire que justement, il est étranger à l'attente. Il n'attend rien. Il n'attend rien. Et donc, dans tous ces tableaux, on va en voir d'autres, hein, où très souvent on a l'impression qu'ils attendent. Vous pensez qu'ils n'attendent pas? Je crois qu'ils n'attendent pas. Non, ils sont immobiles. Et je pense qu'un des grands, non seulement un des grands thèmes hopperiens, mais une de ses manières d'être, c'est de rester immobile. Hopper est un homme du 19e qui s'est retrouvé par hasard au 20e et qui a détesté, je pense, le siècle de la modernité. Va vous dire que si les personnages ne bougent pas, c'est juste parce qu'il ne sait pas peindre le mouvement. On ne sait pas trop ce qui fait la vertu d'un artiste. Je crois qu'il y a quelque chose qui retient sa main et qui l'empêche de peindre le mouvement. Quelque chose qui est très frappant. Je ne sais pas s'il y a des exemples dans les tableaux qui défilent. C'est que Hopper ne sait absolument pas peindre l'eau. Quand il peint des bateaux, la mer, on dirait du sable bleu. À peu près tous. Il y a un tableau qui s'appelle Vague de fond, qui est dans l'exposition à Paris. Regardez-le attentivement. On a l'impression que la bouée est plantée là depuis des siècles. Et on verrait même les traces de la Jeep des Dupont et Dupont, tellement ça ressemble à un désert. Et je crois que cette incapacité, c'est une incapacité, je suis d'accord avec Hector, mais je pense qu'elle est féconde. Oui, on peut dire qu'il tire parti parfois de ses maladresses. Cet argument sur la rétention, sur un certain puritanisme, sur une volonté de vider les murs, je ne sais pas, ça m'arrive de toutes les... On serait toujours chez Tintin, vous savez, quand on va chez Tintin, il n'y a pas de tableau sur les murs, il n'y a rien sur les murs, il n'y a rien par terre, tout est d'un ordre parfait. D'ailleurs, je suis sûr qu'il supprime plein de choses quand il fait la ville, même le trottoir, il n'y a pas de saleté dans le trottoir. Vous parlez de Hergé ou de Hopper? Dans les deux, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de très propre où il a enlevé le maximum d'éléments pour qu'on soit bien tranquille dans un élément, dans un univers qui est un peu la caricaturale du vide. Quand les gens, là, hyper raides sur leur chaise longue, regardaient un paysage qui était peut-être très beau en vrai, mais qui est totalement sans intérêt. Et à mon avis, ça fait partie du charme du tableau qu'il soit sans intérêt, parce que vraiment, il y a vraiment ces petites choses qui a un petit génie chez Hopper quand même, qui est qu'il a transposé. On avait les deux tableaux qu'a choisi monsieur. La dame seule dans sa chambre d'hôtel et ces gens qui sont ensemble, mais sauf qu'ils sont seuls au pluriel. C'est-à-dire qu'ils étaient derrière une vitre, vue de loin, ce qui arrive en cinéma et ce qui arrive moins en peinture. Et puis d'un coup, ils sont plus derrière une vitre, ils sont dehors. Et même sous le soleil le plus écrasant, même en souriant, ils ont l'air terriblement seuls et on s'ennuie pour eux. Et cette chose de l'ennui, à laquelle tu n'es pas insensible, et qui revient à ta personnalité, est contraire à la mienne. Alors, en revanche, vous trouvez qu'il est intéressant sur la lumière, oui. Hein, Edward Hopper. Oui, et d'ailleurs, la lumière, j'ai une petite démonstration à faire sur la lumière qui prouve son absence de génie en peinture. Vous nous avez apporté un deuxième petit film. Voilà, mon tour. Vous voyez comme les murs, là, je reprends ma démonstration tout à l'heure, comme les murs sont mous, comme le pinceau est hésitant, bref, comme ils sont mal peints, comme je disais tout à l'heure, et vous voyez comment les marches flottent, que ce ne sont même pas les murs qui sont sales, parce que les murs sales peuvent donner des peintures merveilleuses, non, c'est la peinture qui est sale.
et qu'il suffit qu'il y ait un peu de soleil, comme dans ce tableau peint 18 ans plus tard, pour que les murs passent de mou à solide et que les ombres bleues, là-bas, en bas, soient peintes d'un pinceau 15 fois plus sûr. Il faut que le soleil soit dru pour que cette gare, sans intérêt qu'on voit juste, soit pleine de charme et de mystère. Bref, il faut toujours à Hopper que le soleil soit super dru pour que le détail des toits soit mangé par le blanc et que ça donne tout son relief à ce paysage particulièrement banal. Mais quand la lumière est subtile, la peinture ne suit plus et les immeubles sont à nouveau en carton. Regardez la preuve. Alors que là, dans ce tableau super réussi, qui est une maison américaine devant une ligne de chemin de fer, tout d'un coup, ça apparaît. Et ça veut dire que véritablement, grâce à la lumière, il est arrivé à faire passer le fait qu'il ne sait pas très bien peindre. C'est un tableau qui a retenu votre attention aussi, Didier Semin. Je prouve un petit point quand même. Bien entendu, mais j'ai le sentiment qu'on dit à peu près la même chose, que simplement ton échelle de valeur place la sensualité de la touche trop haut par rapport au génie du mystère. Et tu as parlé de Hergé, je pense que Hopper et Hergé sont des artistes du même calibre, si j'ose dire. C'est-à-dire que cette faculté, pour moi, qu'ont certains artistes très très rares, de parler à tout le monde. Vous interrogez un intellectuel, un épicier, l'intellectuel connaîtra peut-être la date de naissance de Hopper, l'épicier non, mais les deux auront le même type de sensibilité. Tintin, ça a forgé notre sensibilité à tous. Et ce génie-là me bouleverse personnellement. Et quand tu parlais très durement de ce tableau People in the Sun, les personnages assis devant ce qui n'est même pas un coucher de soleil, ils sont seuls tout simplement parce qu'ils sont assis comme dans un transport en commun, comme dans un train. Oui, c'est vrai. Et donc là, Hopper peint en creux tout ce qu'il déteste, c'est-à-dire le mouvement, le train qui a changé le paysage américain. C'est le sujet de tous les westerns. Il le peint sans le peindre. Il le peint souvent réellement. Il y a des voies ferrées quasiment partout, des compartiments de chemin de fer, et là c'est un compartiment de chemin de fer sans compartiment. Hergé a ce génie d'avoir créé quelques images qui au XXe siècle sont imprimées comme des cachets dans notre esprit et qui fait que quand le capitaine Haydon fait sa perlipopette, on s'en souviendra comme la bataille de Tintin avec le gros gorille, etc. On s'en souviendra toute sa vie. Il est très fort pour ça, Hergé. Il est très fort pour ça, Tintin. Mais est-ce que pour autant on a envie de voir des originaux dans une exposition, dans un musée, faire la queue 3 heures, alors que tout ce que tu dis est tout aussi juste si on se contente de la reproduction en affiche. C'est ça mon point. Dans le cas de Edward Hopper, c'est vrai qu'il est très connu en France, d'abord parce qu'il a fait tellement de couvertures de livres. Il y a policiers en général. Oui, non, tous les Brotigan, c'est des couvertures, c'est des Hopper. Beaucoup de Scott Fitzgerald, c'est Hopper. Et là maintenant, il y a même l'échange de Claudel. On a mis un Hopper en couverture et l'étranger de Camus. Ça, c'est quand même extraordinaire. Pourquoi est-ce que l'étranger de Camus et l'échange de Claudel, en couverture de ses livres, on a mis des toiles de Hopper? Pour Camus, des allégories de l'absurde ne me paraissent pas du tout à côté de la plaque, non, au contraire. Mais ça répond bien à mon point. Oui, mais il ne faut pas oublier que Hopper a été très longtemps un illustrateur. Il a gagné sa vie jusqu'à l'âge de quasiment 45 ans sans vendre un tableau, en étant illustrateur, c'est-à-dire en essayant de mettre des images sur des textes. Et je crois que mettre une image sur un texte, ça ne marche jamais vraiment. Quand on regarde les illustrations de Hopper, on voit qu'il avait de la peine à faire ça, qu'il avait de la peine à s'adapter au texte. Et en réalité, ce qu'il a produit, c'est une sorte d'illustration universelle. Ça marche quasiment avec tout. Et ça, c'est une forme de génie que je mets sans doute plus haut que la... Professeur Wu, vous êtes d'accord? Est-ce que c'est universel, Hopper? Et si oui, en quoi est-ce qu'il nous ressemble? Justement, on a réfléchi un peu sur cette question et Christine Cailleul m'a posé aussi cette question, est-ce que Hopper pourrait être chinois? Je dirais que oui et non. D'abord, à partir de votre point de vue, c'est-à-dire vous regardez le monde comme sujet, comme quelqu'un qui essaie de le comprendre et de le maîtriser, alors pour nous, nous sommes dans la nature, nous sommes enfants de la nature, c'est déjà différent. Et avec le développement du sujet, vous avez jusqu'à l'individualisme, et puis après, ça se produit certainement des mélancolies, la fermeture de l'individu, il y a d'autres problèmes. Mais à propos des couleurs, je ne sais pas si je propose quelque chose, je travaille ma propre sensibilité. Il me semble que Hopper
a transformé la lumière du monde qu'il a regardé. Il a encore un cœur d'enfant. En transformant ces lumières, tous ces objets, ces bâtiments sont devenus des jouets. Pour moi, il me semble que c'est un regard d'un enfant, ce n'est plus quelque chose qui fait peur, mais c'est un jouet. Mais en même temps, en tant que sujet, il y a toujours une grande distance entre lui et sa peinture, et les objets représentés. Il y a une étrangeté même parfois, parce que vous parlez de étrangeté dans sa peinture. C'est-à-dire, la peinture, ça ne me regarde pas, je l'observe et c'est tout. C'est autre chose, je peux m'amuser peut-être parfois avec ça, mais je ne m'investis pas sentimentalement. Et puis, tous les personnages, c'est pareil, il n'y a pas d'expression, il n'y a pas souriant, jamais, je n'ai jamais vu. Regardez leur visage, alors je ne vois pas, ils sont contents, ils sont mécontents, ou ce sont pas des êtres humains, quoi. Vous dites, Didier Semin, qu'ils ont tous l'air coupables. Ce serait le peintre de la culpabilité, Hopper. Je crois, en fait, bon, c'est de la psychanalyse de comptoir, mais à vrai dire, je ne suis pas sûr qu'elle soit tellement pire que l'autre, mais il figure très souvent des couples accablés par le poids d'une faute, et c'est tantôt l'homme, tantôt la femme. Ici, c'est plutôt Ève qui est accablée par la faute et Adam qui dort, mais il y a un autre tableau qui s'appelle Excursion into Philosophy. Voilà, Excursion into Philosophy. Qui pour moi est une espèce de quintessence de l'art de Hopper. Alors, il est atrocement mal peint. La paire de fesses, c'est un cauchemar. Mais oui, non, il est atrocement mal peint, mais c'est parce que les paires de fesses, c'était un cauchemar pour Hopper, j'imagine. Sans problème. Tout est funèbre dans ce tableau sous des apparences de lumière du matin. Le lit, on dirait une pierre tombale. La fenêtre, en fait, c'est une tombe verticale qui projette une autre tombe sur le sol. On voit d'ailleurs que l'homme a un pied dans la tombe en question. Et tout ça, quand tu me posais la question, Hector, de l'original, et je ne voudrais pas ne pas te répondre là-dessus, tout ça, quand on s'approche du tableau et qu'on voit à quel point ça lui a coûté d'efforts de peindre la chair, on a le sentiment que c'est vraiment, il est obligé de surmonter un dégoût profond. Quand on voit très précisément devant l'original la maladresse sublime qui fait le génie de Hopper. Hector Balck, très vite. Ce masochisme que tu partages avec cet artiste relève d'un paradoxe dans lequel j'ai du mal à m'identifier, parce que, en gros, tu es en train de dire que c'est sa faiblesse qui fait sa force, et c'est pour cette faiblesse que tu as un faible. Donc il y a un côté un peu amoureux chez toi. Ah, judoka. J'allais prendre la même métaphore. Je pense que la qualité des grands artistes, c'est de se servir de leur faiblesse, comme les judokas se servent de leur chute pour entraîner les adversaires. Moi, je pense qu'un connaisseur comme toi, j'ai du mal à penser que sur les mêmes thèmes, des artistes comme Hammershøi, Caspar David Friedrich, Max Beckmann, Vallotton, Andrew Wyeth, sont des bien plus grands artistes, même à tes yeux. Ils parlent de la même chose. Ça n'est pas le même siècle. Ils n'ont pas le même génie de l'image qui se fixe. Je pense qu'en musique, on peut aimer Wagner et Erik Satie. Je sais pas, je pense qu'Erik Satie était un moins bon musicien, moins virtuose que Wagner. Ce sont deux ordres d'amour différents, mais dont je ne vois pas pourquoi l'un exclurait l'autre. Et le fait que la faiblesse puisse être une force... Ça... Un dernier mot, professeur Wu. Dernier mot, j'ai parcouru un peu l'Internet, alors je vois il y a des petits groupes chinois intellectuels qui aiment vraiment Hopper, qui a aussi une grande influence en Chine. C'est parce qu'en réalité, la Chine, les grandes villes sont en quelque sorte américanisées. Alors, on voit apparaître aussi des hommes comme chez Hopper. Ouais. Merci tous les trois. On se quitte évidemment en musique.